Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures et il est donc l'heure de commencer ce nouveau grand débat pour ces 11 ans de Mediapart. Un débat qui sera consacré au climat. On est très très content que vous soyez aussi nombreuses et aussi nombreux cet après-midi ce soir et aussi nombreuses et nombreux pour ce débat sur les enjeux climatiques. L'idée c'est vraiment d'écouter nos invités, donc je vais tout de suite leur passer la parole. Évidemment pour ces 11 ans de Mediapart on voulait consacrer un grand débat au sujet du climat et évidemment on voulait en discuter avec des actrices et acteurs de cette nouvelle génération militante qui se mobilise pour le climat et qui apporte plein de choses, de l'énergie, des nouvelles idées, des nouveaux slogans et qui contribue de cette manière tout à fait essentielle à notre réflexion collective sur comment mieux agir pour le climat et mieux agir sans laisser tomber les enjeux de justice sociale et de justice climatique. Et donc, c'est pour ça, je suis très heureuse de vous présenter nos 4 invités. Je vais commencer par Yuna Maret. Bonjour Yuna, qui est venue de Bruxelles pour cette discussion. On l'en remercie parce que c'est vrai qu'on tenait beaucoup à ce que la discussion ne se passe pas uniquement entre Françaises et Français. Donc Yuna Maret fait partie du collectif Génération Climat, qui est l'un des collectifs qui organise les manifestations pour le climat à Bruxelles depuis plusieurs semaines. Elle va nous raconter tout ça. Je perds mon stylo. Merci beaucoup Julien. À ses côtés, Julie Bernier. Bonjour, merci beaucoup d'être venue. Julie, alors Julie, elle, est blogueuse et animatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Sortez tout vert. Sortez tout vert et qui travaille sur le zéro déchet, donc la question des déchets. Et par ailleurs fait partie aussi de cette nouvelle génération de activistes en ligne, j'ai envie de dire, youtubeuses, youtubeurs, et donc notamment fait partie de cette campagne Il est encore temps, que vous avez peut-être vu et dont on va discuter. Également sont venus, et merci aussi beaucoup à tous les deux d'être venus, Julien Vermignon et Steven Januario Rodriguez. Alors si vous êtes des vrais fidèles spectatrices et spectateurs de Mediapart, vous les avez vus lors de notre live climat de la semaine dernière dans la manif des jeunes pour le climat. Ils font partie d'une association qui s'appelle Nous Gonétiens. Nous Gonétiens comme la ville de Gonesse, où ils sont nés et où ils ont grandi, et où ils ont une association. Donc Nous Gonétiens qui développe toute une activité citoyenne et militante. Et parmi leurs causes, parmi leurs sujets d'engagement citoyen aujourd'hui, il y a l'opposition au projet EuropaCity, qui est ce projet de centre commercial, de loisirs et d'hôtellerie, qui est censé ouvrir vers 2026 sur le triangle de Gonesse. Et donc là encore, c'est une autre manière de parler des questions climatiques très en lien avec un territoire. Je vais tout de suite passer la parole à Yuna. Yuna Maret, pour commencer avec la Belge de ce plateau et te demander tout simplement, Yuna, tu fais partie du collectif Génération Climat. Est-ce que tu pourrais raconter aux personnes qui sont là cet après-midi quand est-ce que le collectif Génération Climat s'est créé et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à vouloir organiser ces grandes manifestations pour le climat à Bruxelles ? Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je fais partie de Génération Climat. C'est un collectif de, à la base, 8 jeunes, 8 amis en fait. Nous on s'est lancé après la première mobilisation en Belgique. C'était une mobilisation qui était principalement néerlandophone. Et après cette première mobilisation, on s'est dit tiens, il faudrait que les jeunes francophones de Belgique puissent aussi se mobiliser et rejoindre ces mobilisations. Donc à ce moment-là, on a pris contact avec Youth for Climate, qui était l'organisation néerlandophone à la base qui organisait ces marches et on s'est greffé à l'organisation de celle-ci. Donc nous,
on trouvait qu'il était essentiel de se mobiliser pour le climat, comme on dit, parce qu'on se rendait bien compte qu'avec tous les rapports scientifiques qui sortaient aujourd'hui, tous les rapports d'ONG qui sortaient, ils nous disaient tous, bah, tiens, on a 12 ans pour agir, on a 12 ans avant que les répercussions soient irréversibles. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est notre génération qui va hériter de cette planète en perdition, il faut qu'on se bouge. Et donc quand on a vu qu'il y avait un moyen de se bouger, un moyen de prendre la parole via la rue, on s'est dit, bah, c'est super important de mobiliser tous les jeunes possibles, de regrouper le plus de monde possible et de enfin faire passer notre message. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous vous êtes saisi de cette question et pourquoi est-ce que les mobilisations, elles ont commencé quoi, en septembre? En Belgique, elles ont commencé en novembre. En novembre. Pourquoi c'est en novembre que vous avez commencé les manifestations? Je pense qu'il y a un peu plein de petits événements qui se sont mis en place et qui ont fait que c'était le moment où on agissait. Donc on a vu depuis septembre, il y a la Suédoise Greta Thunberg qui agissait, elle, en Suède. Il y a énormément de rapports qui sont sortis ces derniers temps. On commençait à parler de plus en plus de l'enjeu, la question climatique. Donc je pense que c'est un moment où il y a eu un éveil des consciences, où les jeunes, les moins jeunes se sont dit, bah tiens, voilà un peu les résultats, les impacts de notre société industrialisée sur notre environnement. Je crois que c'est le moment où tous les gens ont commencé à se dire, bah tiens, il faudrait peut-être bouger, il faudrait peut-être se remettre en question et agir pour que ça change. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment se passe une manifestation pour le climat à Bruxelles? Donc c'est souvent des grosses manifestations qui réunissent des milliers de jeunes. C'est aussi des manifestations qui sont pacifistes. Premièrement, c'est ça qui fait aussi toute sa force, c'est que c'est dans la bonne humeur, c'est dans une ambiance qu'on appelle nous typiquement belge parce qu'on rigole. Il y en a qui viennent avec leur bière, avec leurs frites. Ça fait toujours rire tout le monde. Et puis comme c'est des mobilisations jeunes aussi, il y a une dynamique qu'il n'y a peut-être pas dans les autres mobilisations. Tout le monde vient avec sa pancarte, avec des slogans qui sont tous les plus créatifs les uns des autres. Et puis au final, on a l'impression de passer un bon moment. On a presque l'impression d'être dans un festival, alors qu'on le sait, on est là pour une cause qui est bien plus importante, bien plus grande que nous. Mais donc c'est toujours des mobilisations qui se passent bien. Il n'y a jamais eu aucun problème de violence. Il n'y a jamais eu aucun problème en fait. Et c'est ça qui fait que ça dure aussi sur la longueur. C'est chaque semaine? C'est chaque semaine. Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, quelques slogans qui sont portés dans ces manifestations? Les slogans, je pense que vous les connaissez. C'est ceux qu'on voit un peu partout, que ce soit en Belgique, à Paris, il n'y a pas de planète B. Ou alors en Belgique, par exemple, on a 4 ministres de l'environnement. Un slogan qui est fort ressorti, c'est de dire 4 ministres, 0 politique. Donc voilà, c'est souvent des slogans qui attaquent fort, des slogans un peu mordants. Il y a eu notamment le 8 mars, il y a eu une convergence des luttes. Donc il y a eu la manifestation pour les droits de la femme, c'était cette journée-là. Et alors il y a aussi toutes les jeunes qui se mobilisaient pour le climat qui les ont rejoints. Et alors là, c'est des slogans toujours en rapport avec la femme, le climat, c'est des slogans qui étaient toujours de plus rigolos. Enfin, je pense que vous en avez vu passer quelques-uns sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est des slogans qui sont toujours super inventifs, créatifs, mais qui en même temps portent un message. Et c'est comme à Paris, chacun vient avec sa pancarte fabriquée à la maison ou à l'école? Oui, tout à fait. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y en a qui viennent déguisés, ils viennent avec leur pancarte. Parfois, on voit que c'est même des feuilles de blocs de cours qu'ils ont juste pris et écrit quelque chose vite fait au bic. Donc c'est vraiment, ça se fait sur le moment. C'est des manifestations qui sont spontanées et c'est ça qui fait aussi, je trouve, la force et l'énergie de cette manifestation. Donc toi, tu es au lycée? Oui. En terminale, c'est ça? Non, c'est l'année avant la terminale. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Ici, c'est en première. Oui, c'est la première alors. Ouais. Et dans ton lycée, beaucoup d'élèves se mobilisent pour le climat ou pas? Donc moi, je suis arrivée, j'ai changé d'école en novembre. Et quand j'y suis arrivée, le lycée dans lequel j'étais n'était pas super informé et sensibilisé sur la question. Et puis petit à petit, j'ai réussi à prendre, tout simplement à parler avec le directeur, lui dire tiens, ce serait intéressant d'en faire un projet d'établissement. Et par exemple, à la grève vendredi passé, donc du 15 mars, il y a toute l'école qui s'est rendue à la grève avec à chaque fois des accompagnateurs, donc des enseignants qui sont allés avec leur classe. Donc maintenant, on voit de plus en plus un mouvement qui part aussi des écoles, parce qu'au début, les écoles étaient très négatives envers ce mouvement, parce que forcément, ça faisait beaucoup d'absence, c'était beaucoup d'administratifs à gérer. Et puis maintenant, de plus en plus, ces écoles encouragent les professeurs justement à prendre leurs élèves, à aller se mobiliser avec. Et c'est ça qui est super, c'est que ça fait qu'on peut aller à la mobilisation sans avoir spécialement des impacts négatifs derrière au niveau de notre scolarité. Mais alors, comment vous avez réussi ça, à convaincre les responsables d'école de laisser les élèves faire la grève du climat? Mais je pense que c'est normal
qu'ils soient assez réfractaires au début, parce qu'ils voyaient cette mobilisation, ils se disaient, bah, tiens, c'est un nouveau moyen des jeunes de sécher des heures de cours et de les justifier après. Et donc je crois que quand ils ont vu que c'était vraiment sérieux, que ça durait vraiment dans le temps, qu'il y avait des revendications derrière, qu'il y avait un message derrière, bah, je pense que petit à petit, les écoles se sont dit, bah, tiens, pour nous, c'est aussi intéressant de récupérer cette mobilisation des jeunes et d'en faire quelque chose, parce que ça fait partie de cet enseignement pédagogique qui fait qu'on est prêt à rentrer dans la vie active quand on sort du lycée. Donc je crois que les écoles se sont vraiment rendues compte qu'il y avait un potentiel derrière qu'ils pouvaient exploiter, et donc c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et maintenant, ils poussent de plus en plus les élèves justement à aller se mobiliser et à porter un message. Et vous en parlez après, ensuite, en cours avec les profs? Donc il arrive parfois que des professeurs prennent l'initiative de prendre 1 heure, 2 heures de cours pour justement en parler. Moi, par exemple, donc, vendredi passé, on a été manifesté à partir de 10 heures du matin. Donc de 8 heures à 10 heures, on avait cours, et pendant 2 heures, on a eu des activités pour sensibiliser les jeunes à la question l'enjeu climatique, tout simplement. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on se mobilise? Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la rue mais qui ne savent pas pourquoi. Et donc le directeur trouvait ça important que tous les jeunes soient au courant de pourquoi est-ce qu'on va dans la rue. Donc ça veut dire que, par exemple, pour les élèves des établissements qui sont mobilisés, l'année scolaire, elle se déroule différemment de ce qu'elle aurait été sans ce mouvement. Différemment, oui, dans le sens où ben voilà, le jeudi, au lieu d'être dans les classes, on est dans la rue. Après, c'est toujours important, je trouve, de rappeler qu'à la fin de l'année, on aura les mêmes examens que les élèves qui ne vont pas se mobiliser. Donc c'est aussi c'est un peu à double tranchant, parce qu'au final, on rate les cours, mais quand on rentre chez nous, on doit absolument se remettre à jour, parce qu'on a les contrôles, on a les devoirs. Les profs ne sont pas spécialement plus gentil à ce niveau-là. On a le même programme. Le programme, il va être achevé à la fin de l'année. Donc nous, les ministres en Belgique, les politiques ont énormément critiqué en disant, bah, tiens, vous allez prendre du retard sur les programmes, ça va pas aller, les enfants ne seront pas formés en sortant de l'école, alors qu'on voit que finalement, on suit les mêmes programmes, on a les mêmes aptitudes à la fin de l'année, parce qu'on aura les mêmes examens, tout simplement. Et d'ailleurs, là-dessus, que vous vous organisez entre vous pour rattraper les cours que vous ratez, comment vous faites concrètement? Chaque semaine, il y a toujours un petit groupe d'élèves, par exemple moi dans ma classe, qui reste en cours et qui prend note des cours et qui envoie après à tout le reste de la classe. Donc je pense que les initiatives, elles se sont vite mises en place en fait par les élèves. On a réussi un peu entre nous à s'organiser de tiens, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens qui font qu'on ne se met pas trop en retard non plus dans notre scolarité. Donc très sérieux et ouais. très proche de... en tout cas, sans volonté de porter atteinte à votre suivi scolaire, quoi. Non, non, c'est pas le but. Menez les deux de front. Ouais. Merci beaucoup, Yuna. On va revenir à toi après. Je vais passer la parole à Julie. Donc, Julie, je disais tout à l'heure, donc, bon, toi, tu es encore très jeune, mais un peu plus âgée que Yuna, si je puis me permettre, parce que si c'est pas indiscret, tu peux nous dire quel âge tu as? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Et tu es donc l'autrice d'un blog qui s'appelle Sortez tout vert, mais aussi animatrice d'un compte Instagram, et aussi un visage que peut-être certains d'entre vous ont vu dans des vidéos sur YouTube, invité par d'autres amis ou collègues, consorts, je ne sais pas comment dire, youtubeurs sur le climat, à intervenir sur ton sujet de spécialité, qui est le zéro déchet. Donc comment arriver à voilà, une existence sociale sans produire de déchets. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment est-ce que tu t'es retrouvé et pourquoi tu t'es retrouvé à animer ce blog? Déjà, bonjour, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Alors moi, c'est toujours très gai à raconter comme histoire, malheureusement, désolée. En fait, moi, il y a un petit peu plus de 5 ans, j'ai un frère qui est tombé malade, qui a eu un cancer. Il avait 20 ans, j'avais 17 ans à l'époque. Et en fait, pour vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment trouvé d'explication rationnelle à cette maladie qu'il avait. Et donc, j'ai pas vraiment retrouvé le sommeil avant de comprendre clairement comment on en était arrivé là. Et on aura beau dire que la génétique peut y être pour quelque chose, moi j'y croyais pas trop. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai notamment lu le livre Anti-cancer de David Servan-Schreiber, qui est un mec qui a vécu 17 ans avec un cancer pour lequel on lui donnait 6 mois à vivre, tout simplement en changeant son mode d'alimentation et un peu son mode de vie évidemment. Bien qu'il couplait ça avec malgré tout des cures tout à fait classiques. Et en fait, cette personne-là dit clairement dans son livre que si il avait dû créer un mode d'alimentation qui garantisse à chacun d'entre nous d'avoir le cancer,
il aurait choisi le mode d'alimentation européen. Ça fait mal d'entendre ça. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que de la viande tous les jours, des produits animaux tous les jours, des produits pleins de pesticides tous les jours, avec l'érosion nutritionnelle aussi de tous nos produits. En fait, on a tout ce qu'il faut pour tous, à un moment, avoir un cancer. Donc moi, personnellement, ça m'a fait flipper du haut de mes 17 ans. Et je me suis dit, OK, maintenant, c'est pas trop tard. Déjà, mon frère va s'en sortir et nous, on va faire en sorte que ça arrive plus, en fait. Donc d'abord, de façon très égoïste, j'ai changé mon alimentation pour ma santé. Et puis au final, j'ai commencé à faire d'autres recherches et je me suis rendu compte qu'au-delà de manger bio, manger vegan, etc., il y avait aussi plein de produits toxiques dans ma vie, plein de perturbateurs endocriniens qui venaient de mes cosmétiques, plein de microparticules autour de moi qui viennent des transports, plein de pollutions en fait dans nos vies de tous les jours. Et donc j'ai essayé de trouver des alternatives à tout ça. Et j'ai trouvé du coup un peu cette résilience dans le zéro déchet. Et c'était pour moi aussi la façon la plus concrète d'agir, en tout cas à mon échelle, pour une planète plus verte, tout simplement. Je veux dire, c'est assez difficile de savoir par quel bout commencer. En général, quand on nous parle d'écologie, on nous parle d'érosion de la biodiversité, de dérèglement climatique, de plein de choses, plein d'axes qui sont hyper larges. Et moi, à l'époque, j'ai fini par me dire, OK, mais concrètement, moi, je fais quoi, en fait? Moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? En fait, être vegan, être locavore, être zéro déchet, je pense que c'est la chose qu'on peut clairement faire, nous, à notre échelle. Et alors, pourquoi avoir décidé d'ouvrir un blog par rapport à, je sais pas, à créer une association, créer une AMAP? Enfin, il y a 1000 manières d'agir sur l'alimentation, une alimentation locale, saine et végane. Pourquoi avoir choisi ce mode-là? Parce que pour moi, trouver des alternatives à la consommation dont on m'avait toujours vanté le mérite, ça avait été très difficile. Et donc je me suis dit qu'une personne lambda qui s'intéresse simplement à l'écologie avec un petit peu de curiosité aurait peut-être pas l'envie de mettre autant d'efforts que ça dans son changement de vie. Moi, j'avais quand même dû prendre une sacrée claque pour avoir envie d'y aller, quoi. Et donc je me suis dit, si on rendait ça extrêmement facile et qu'on montrait que en plus ça fait faire des économies, qu'en plus on se sent mieux, il n'y aurait plus de problème, que tout le monde s'y mettrait. Donc j'ai pris le parti d'ouvrir ce blog. Il faut dire qu'à l'époque j'avais aussi, j'étais pas très vieille aussi et j'avoue que je connaissais pas trop le milieu associatif. L'idée c'était de devenir un espèce d'annuaire qui, peu importe les questions que n'importe qui se poserait, puisse répondre à cette demande. Et alors, comment est-ce que tu fais? Donc là, le blog est ouvert, il existe, Sortez tout vert. Comment est-ce que tu fais pour te documenter, trouver les ressources, pour écrire tes billets, tes textes, tes interventions? Alors, j'ai même écrit un livre qui sortira bientôt, mais à vrai dire, c'est, je pense, la chose la plus difficile. En fait, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. On est surinformé et à la fois totalement désinformé. C'est-à-dire qu'on peut, en général, on se contente de lire les titres des articles qui viennent à nous sur Facebook. On va jamais voir les sources, on fait jamais ce travail. En fait, s'informer, c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, là où j'ai dû m'adapter, c'est que j'ai dû me dire qu'il fallait que je traite de sujets très précis pour aller chercher des informations très précises, trouver les sources, etc. Enfin, les sources, pas simplement des articles, mais les sources des articles et les sources des sources s'il le fallait pour revenir aux sources de départ, les rapports, etc. Donc c'est juste beaucoup de temps de recherche. Je lis énormément aussi. Et je pense qu'au fil des années, on a eu énormément de lectures sur le sujet qui, moi, ont vraiment transformé ma vision du monde. Et je pense notamment à Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne. Alors je sais que ça n'a pas trop peut-être de lien avec le zéro déchet, là, comme ça. Mais au final, quand on décide de s'engager à un niveau assez important, je pense qu'il faut qu'on aille vraiment au-delà de l'action individuelle. Et c'est là que, du coup, Pablo Servigne et autres auteurs ont pu influer. Et donc tu décris un travail qui
qui prend du temps de lire, de faire toutes ces vérifications. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est un travail qui est rémunéré de tenir ce blog? Tu gagnes ton argent autrement? Comment tu t'en sors économiquement à tenir ce blog? Bah, c'est pas évident. Non, j'ai jamais retiré d'argent de mon blog. En fait, c'est un blog sur la déconsommation, en fait. Donc, avoir un blog sur la déconsommation pour avoir une petite pub à côté consommée, c'est assez peu cohérent. Et j'ai fait ce choix de dédier une partie de ma vie à ce dont je croyais. Et j'y tiens et je pense que ça ne changera pas. Là où je tiens un revenu, c'est parfois je fais des conférences en entreprise ou des ateliers pour apprendre aux gens à fabriquer leurs cosmétiques ou leurs nettoyants, etc. Et du coup, c'est un peu comme ça. Donc je ne vis pas de grand-chose, mais je suis assez minimaliste, donc ça va, je m'en sors. Ok, merci beaucoup Julie. On va refaire discuter, circuler, mais ouais, vous pouvez applaudir. Mais je me tourne maintenant vers Julien et Steven. Alors Julien et Steven, nous on s'est rencontrés la semaine dernière lors de la manif de la grève scolaire pour le climat et de la manifestation qui l'accompagnait, donc avec tous ces lycéens et collégiens. Et tous les deux, vous m'avez dit, en fait c'est la première fois qu'on manifeste. Est-ce que vous pourriez expliquer aux personnes qui sont là pourquoi est-ce que pour la première fois vous êtes dit là aujourd'hui je vais manifester et c'était pour le climat? Alors bonjour à tous. Donc nous on a créé une association il y a 1 an à l'échelle locale et on avait ce gros projet Europacity qui planait au-dessus de notre ville. Je pense qu'il faudrait expliquer aux gens si tu veux bien ce qu'est le projet Europacity. C'est 80 hectares sur les terres agricoles les plus fertiles d'Europe, où des promoteurs chinois et le groupe Auchan avaient pour projet de construire une piste de ski, un parc aquatique, des hôtels et des commerces. Et le tribunal administratif a décidé il y a quelques semaines d'annuler le plan local d'urbanisme. Et donc la mairie a décidé de faire appel, mais ça fait déjà 2 fois que le tribunal dit non à ce projet, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc nous, on avait à l'échelle locale ce projet qui planait et qui a en quelque sorte conforté nos idéaux écologiques. Et donc, au moment où on se battait contre ce projet, il y avait toute cette prise de conscience, notamment au sein de la jeunesse. Et on s'est dit, qu'en toute cohérence, avec le combat qu'on mène à l'échelle locale, il fallait aussi s'engager quand il était possible. Et donc, on a participé à la grève pour le climat. Et Steven, pourquoi être allé manifester pour la première fois vendredi dernier pour le climat ? Eh bien, je pense que oui, du point de vue de notre association qui était locale, c'était essentiel et même cohérent d'y aller, d'y montrer nos convictions, notre combat, notre lutte, pourquoi nous y sommes, pourquoi nous, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale et mondiale, il faut justement faire avancer cette question de l'écologie. Notre présence était, je dirais, nécessaire en tant que jeunes, mais en tant que ce que nous représentions. C'était nécessaire. Voilà. Et ce que vous représentez, c'est quoi? C'est tout de suite les épaules. Qui sommes-nous? Voilà, exactement. Je dirais, et là, je veux vraiment me diluer dans quelque chose de plus grand que moi. C'est que la semaine, la marche du climat, le 15, pardon. Comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment l'impression de marcher et d'être un. Vraiment, avec tous ces jeunes et moins jeunes, on était là et on avait vraiment l'impression de marcher pour quelque chose de plus grand que nous. L'écologie, vraiment, le changement qui était en marche. Et Julie le disait, c'est que vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette prise de conscience, elle est protéiforme, elle est mondiale. On a l'impression d'une génération qui se sent déshéritée et qui se dit aujourd'hui, on a eu des signes avant-coureurs, il faut de l'action. C'est plus des paroles, c'est maintenant il faut de la politique. Et arrêtez de nous faire croire que l'écologie c'est une fantaisie, c'est un rêve, c'est une solution, c'est un choix, c'est du concret. Mais il faut justement, et c'est ce qu'on veut démontrer à notre échelle locale, c'est qu'on peut le faire à l'échelle du citoyen, en ayant un choix de vie, un mode de vie, mais on peut le faire aussi en appliquant concrètement des initiatives citoyennes, écologiques. Voilà, on peut faire exactement les deux. Donc c'est dans une logique je vous dirais, il ne faut pas mettre en opposition. C'est toujours une continuité. C'est toujours du plus et c'est toujours bien. Voilà.
Alors, on voit bien aujourd'hui que avec ces mobilisations massives pour le climat, ces manifestations, mais on entend aussi quand même de plus en plus de responsables politiques, y compris de très haut niveau, y compris le chef de l'État, nous parler du climat, de l'importance du climat. Donc on pourra avoir l'importance que c'est bien un sujet hyper consensuel, alors qu'en fait, en vérité, quand on regarde de quoi il s'agit, réduire des émissions de gaz à effet de serre, et quelles en sont les implications, que ce soit la déconsommation dont parlait Julie, que ce soit arrêter de construire toute une série d'équipements, là, tout de suite, on rentre dans des sujets qui sont beaucoup plus conflictuels, parce qu'on est au cœur des contradictions de notre modèle de société. Et donc, j'aimerais bien vous entendre tous les deux sur ce sujet, parce que vous venez de Gonesse et vous militez à Gonesse avec votre association Nous Gonessiens. Gonesse, c'est quand même une commune qui appartient à un territoire déshérité de la banlieue nord de Paris, qui se trouve, pour vous situer, en gros, entre l'aéroport de Roissy et celui du Bourget. Gonesse, c'est tout près de Aulnay-sous-Bois, où la grande usine Renault, pas Renault. Renault, c'est à PSA. L'usine Peugeot a été fermée il y a quelques années, aggravant encore plus le chômage sur place. Les jeunes de Gonesse ont à subir un taux de chômage beaucoup plus important que la moyenne nationale. Donc on est vraiment dans un territoire qui a besoin d'activité, qui a besoin de création d'emplois, qui a besoin d'argent. Et ce besoin d'argent et d'activité, c'est l'argument principal utilisé aujourd'hui par le maire de Gonesse, mais aussi par d'autres élus locaux, pour dire on a besoin d'urbaniser le triangle de Gonesse, sur lequel se trouvent ces terres agricoles, Julien, dont vous disiez la valeur. On a besoin d'Europa City, disent ces élus, parce qu'on a besoin d'emplois et d'activités. Du coup, pourquoi est-ce que vous, jeunes de ce territoire, malgré tout ça, vous dites non, nous, au nom du climat, on pense qu'il ne faut pas faire ce projet? Eh bien, franchement, c'est très intéressant de souligner justement cette tension, ces conflits. Et c'est là où j'utilisais le terme de fantaisie, à vouloir mettre en opposition justement que l'écologie, c'est une hérésie, c'est une fantaisie, un rêve. C'est qu'il faut faire une distinction d'échelle. Et là où je veux venir concrètement, c'est qu'il y a le citoyen, il y a la ville, il y a la commune. Il faut différencier les sujets. Comment dirais-je, problème de grande envergure, politique de grande envergure. Mais concrètement, le citoyen, dans une démarche d'initiative écologique, a les moyens de pouvoir justement changer les choses. Et c'est là notre association, comme vous le disiez, on est soumis à de nombreuses thématiques. Nous sommes enclavés, c'est un territoire justement où l'argument de l'emploi, de la création de richesses est très important. Il prend vraiment auprès des populations. Donc vraiment de leur dire non, l'écologie, regardez ce que c'est. Concrètement, c'est les jardins participatifs. L'écologie, c'est un projet alternatif du type Karma qui justement va globaliser justement une chaîne de production verte qui permettra la réduction et la production de repas, par exemple, pour les cantines et les différentes plateformes scolaires de l'ensemble du Val d'Oise. Donc c'est vraiment créer justement l'idée vraiment d'une richesse verte, dynamique, qui n'empiète pas sur le cadre de vie, mais qui l'embellit. Donc il faut vraiment différencier les échelles. On est soumis à un certain nombre de problèmes. L'emploi, c'est un des problèmes, mais l'écologie, c'est aussi une solution. Il faut dire que sur le terme de la santé, vous parliez justement de l'aéroport, on est soumis à un flux des avions complètement insensé, 1800 vols par jour. Et il n'y a pas de couvre-feu. Donc ça pose vraiment un problème de santé publique. Donc on est aussi en droit de se positionner et de se questionner sur ce genre de questions et de se dire, voilà, à notre échelle, à l'échelle de la commune, que peut-on faire? On parle justement des politiques, mais ce qui est surprenant, c'est que là, on parle du cas de notre ville, certains aussi, au-delà, proches de Gonesse, c'est d'une certaine hypocrisie, malheureusement, des pouvoirs publics. C'est qu'on veut bien faire la promotion d'Europa City, avec ça va créer 50 000 emplois, enfin 11 000 emplois, c'est 11 000 emplois pour les Gonessiens. Concrètement, il y a juste à regarder les conclusions du rapport du tribunal pour... Voilà, elles sont claires, c'est que c'est trop flou. Il n'y a pas les moyens concrètement de justement former la population gonessienne à ces emplois. Donc on est sur du mirage, on est sur un mensonge, tout simplement.
Le tribunal, juste pour expliquer, c'est la décision du tribunal administratif qui a condamné le plan local d'urbanisme de la ville de Gonesse. Julien ? Moi, ça serait juste pour réagir. C'est vrai que l'écologie est utilisée pas mal en ce moment par les responsables politiques. Et nous, ce qu'on voit à Gonesse, c'est qu'on a des élus qui vantent une politique écologique tout en portant des projets du type d'Europa City. Et donc c'est véritablement une hypocrisie. Et on se rend compte que plus la prise de conscience écologique est importante, plus on se rend compte aussi de l'immobilisme des responsables politiques. Et donc nous, à l'échelle locale, on a décidé de se poser un constat. Est-ce que ça allait être suffisant de faire pression sur les élus pour demander d'arrêter le projet Europa City et de penser à un projet plus compatible avec l'écologie? Et en fait, on s'est heurté à des élus qui, à travers ce projet, voulaient laisser une marque, un paragraphe en plus dans leur bilan, un article en plus sur leur page Wikipédia. Et on s'est demandé si, au fond, on pouvait en attendre quelque chose. Et la conclusion est de plus en plus claire pour nous, c'est que tant que les élus ne bougeront pas, et je pense qu'ils ne bougeront pas pour un tas de raisons, il faudra songer à les remplacer parce que justement, aujourd'hui, on a une conscience qu'il faut changer les choses et qu'ils ont la réalité de leur mandat qui leur empêche justement de prendre en considération les enjeux écologiques. À les remplacer, c'est-à-dire pourquoi pas se présenter à des élections municipales ou autres? Je pensais que c'était clair, mais oui, se présenter aux élections parce que justement, il faudra à un moment que, à travers une campagne électorale, c'est aussi l'occasion de porter des propositions et d'aller au contact des citoyens. Et pour pouvoir aller projet contre projet et vision contre vision, ce que nous, on ne peut pas pendant le temps du mandat, parce qu'on a des difficultés à avoir des salles, des difficultés à pouvoir coller des affiches, etc. Puisqu'on a face à nous et l'appareil de communication des investisseurs chinois et l'appareil de communication des élus dont la réélection dépend du projet. Donc on est dans l'obligation de penser à d'autres moyens d'action, mais qui ne doivent pas, je pense, diminuer la mobilisation pendant les grèves pour le climat et pendant les marches. Je pense que c'est des démarches complémentaires et qu'on ne peut pas tout attendre du politique, mais qu'on ne peut pas s'en détacher totalement. D'accord. Alors, Yuna, merci beaucoup Julien et Steven. Yuna, je te repasse le micro. Donc là, on a entendu Julien et Steven nous expliquer voilà, un exemple très concret finalement de projet auquel ils s'opposent au nom de la protection du climat, de l'écologie et puis de ce qu'ils disent de l'illusion d'emplois peut-être pas créés si nombreux que ça par ces promesses d'activité. Est-ce que dans les manifestations en Belgique ou dans les assemblées générales qui préparent ces manifestations, est-ce qu'il y a des cibles comme ça qui sont mises en avant par les participantes, les participants soit de projets, soit j'en sais rien, de compagnies fossiles, enfin, est-ce que ça apparaît et lesquelles ? Mais ces dernières semaines, on a vu justement de plus en plus d'autres formes d'action apparaître. Donc au début, c'était juste les marches. Et puis là, ça fait plusieurs semaines qu'on vise des centres commerciaux, des banques. Donc pour vous donner un exemple concret, moi, jeudi passé, j'ai été bloquée on était 300 jeunes à aller bloquer un grand centre commercial dans une ville en Belgique. Donc on a fait en fait tout simplement des chaînes humaines autour des entrées pour empêcher l'entrée à ce centre, mais tout en expliquant bien pourquoi est-ce que... parce que voilà, forcément, les citoyens, ils viennent, ils me disent, tiens, moi, aujourd'hui, je devais acheter ma brosse à dents. Pourquoi ? Le but, c'est pas juste de dire repasser demain, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait, expliquer vraiment l'impact de cette brosse à dents ou d'un centre commercial en général sur l'environnement. À côté de ça, on a aussi fixé plusieurs banques en fait, qui investissent dans ce fossile. Donc en Belgique, il y a énormément de banques qui investissent dans le fossile. Et donc on a fait aussi autour de ces banques plusieurs actions de désobéissance civile. C'est toujours des actions qui sont pacifistes, mais qui renvoient un message qui est fort. Parce qu'on se retrouve avec des milliers de jeunes devant des banques à empêcher le passage de manière
pacifisme mais toujours voilà, à bon enfant, mais en passant un message fort. Donc on voit de plus en plus ces dernières semaines que les moyens d'action se diversifient, se multiplient, parce qu'on se rend compte que malheureusement, là, ça fait plus de 2 mois qu'on marche, il n'y a rien de concret encore qui en est ressorti. Il y a quelques jours, nos politiques ont enterré le projet de loi climat en Belgique, qui était une loi, c'était un premier pas en fait dans cette direction de transition plus écologique. Donc on se rend compte que les politiques, même s'ils en parlent beaucoup, ils nous applaudissent, ils nous félicitent. Malheureusement, c'est encore trop ancré dans les consciences, ils pensent encore au fait de se faire réélire, de rester au pouvoir. Donc nous, on est en train de trouver d'autres moyens de se faire entendre, que ce soit voilà, bloquer des bandes, des centres commerciaux. Donc je vous rejoins énormément sur le discours, appeler au final à la décroissance, mais en expliquant, parce que la décroissance, c'est un mot qui fait souvent peur aux citoyens, parce qu'on dit décroissance, ils pensent tout de suite, on va revenir à l'âge de pierre, on va vivre comme on le faisait il y a des millions d'années, alors que c'est pas ça l'idée. La décroissance, c'est pas ça, c'est juste appeler à arrêter d'accumuler du matériel, des biens. On n'a pas besoin de toujours plus, toujours plus. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont en train d'être menées en Belgique, qui ont un message fort et qui sont toujours menées par des jeunes. Et que ce soit le blocage de centres commerciaux ou devant les banques, comment ont réagi les personnes qui voulaient rentrer dans le centre ou rentrer dans les banques? Enfin, comment s'est passé l'échange avec eux? Et qu'est-ce que, pour ce que tu as vu, qu'est-ce qui a été expliqué à ces consommateurs et consommatrices pour leur justifier votre présence? Alors, dans les réactions, il y a vraiment 2 écoles qui s'opposent. Il y en a, quand on leur explique, ils déposent leur sac et ils viennent se rajouter au blocage parce qu'ils disent tiens, oui, j'y avais pas pensé plus tôt, et ils rejoignent l'action. Et puis il y en a qui s'énervent, qui essayent de pousser, qui essayent de rentrer parce qu'ils voulaient aller acheter leur t-shirt chez H&M et qui sont pas contents. Il y en a qui réagissent de manière très violente. Nous, on prend toujours la peine vraiment de rester très calme, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on se mobilise aujourd'hui, d'expliquer un peu dans quel cadre ça rentre. Notre but, nous, c'est pas d'embêter les citoyens, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a des actions citoyennes qui peuvent être menées et qui doivent être menées, mais nous, on estime qu'aujourd'hui, les actions citoyennes, ça ne suffit plus. Je suppose que nombre d'entre vous connaissent l'histoire du colibri. Donc c'est l'histoire de voilà, la forêt qui brûle tout simplement, et qu'il y a un colibri qui se met à faire des allers-retours de la mare jusqu'à la forêt pour éteindre le feu, et tous les autres animaux qui lui disent tiens, t'es malade, tu vas jamais y arriver. Et puis il explique que si tout le monde s'y mettait, on éteindrait le feu, et donc tout le monde se met à éteindre ce feu en forêt. Nous, on estime qu'aujourd'hui, les colibris, ils suffisent plus. Les colibris, pour nous, c'est un peu les oiseaux qui annoncent la tempête, mais ça va plus suffire. Il faut que ce soit à un niveau politique aussi. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important de faire des actions symboliques qui ont un message fort pour appeler aux citoyens tiens, rejoignez-nous, prenez vous aussi part à cette action, mais en même temps envoyer un message aux politiques qui dit maintenant, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est à vous de reprendre les cartes et de me les distribuer. Et pourquoi ça ne suffit plus, les actions citoyennes, comme tu dis, et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors à la place? Mais pousser des actions citoyennes dans une société, un système qui pousse toujours à plus de consommation, c'est antagoniste. Donc dire aux gens prenez votre vélo alors qu'on continue à construire des autoroutes, ça va pas de pair. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que justement plus on construit des autoroutes, plus il y aura de voitures sur ces autoroutes, parce que les gens vont se dire tiens, maintenant c'est plus simple pour moi de faire mon trajet de ma maison jusqu'à mon travail en voiture parce qu'il y a une autoroute, plutôt que prendre le train qui me coûte plus cher, qui me prend du train, je suis dépendant des horaires. Donc nous on estime que oui, il faut pousser les gens à prendre leur vélo, mais en même temps, à côté de ça, il faut pousser le gouvernement à construire plus de pistes cyclables au lieu d'autoroutes. Donc c'est un exemple qui est très caricaturé, qui est très simple, mais c'est un bon symbole, je trouve, de notre combat aujourd'hui. Donc tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est des actions qui doivent aller de pair, c'est autant nos politiques, nos élus, que les citoyens, et ça ira dans les 2 sens ou ça n'ira pas, tout simplement. Julie, oui, vas-y. En plus, je suis d'accord, mais je préfère compléter. J'ai rien inventé du tout. C'est Coluche qui disait ça dans les années 80. Il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça se vende pas. Et en fait, c'est une pensée à la fois... Merci madame. C'est une pensée à la fois très simple et en même temps qui explique bien le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que là, effectivement, moi je pense pas que ce soit parce qu'on construit des autoroutes que les voitures... les prennent. Je pense que si juste on arrêtait tous de prendre la voiture, il n'y aurait plus d'autoroute. Je suis d'accord. Et de fait, si moi en tant que zéro déchet, etc., je me dis que chaque achat, c'est un appel d'air pour que l'industrie reproduise ce que je viens d'acheter. Donc si je refuse tout ce qui est emballé, suremballé, si je refuse les produits animaux, si je refuse la souffrance animale, si je refuse l'exploitation humaine aussi avec, on a déjà cité H&M, voilà.
Si je refuse tout ça, et si en fait on le fait tous, ben forcément en fait il y aura un impact. Mais il faut faire masse. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin moi j'ai l'impression que dans mon entourage, personne n'achète de la viande, tout le monde achète bio, local, saison. Et en fait, ben non, c'est entièrement faux. Et en fait, on n'a pas atteint cette masse assez critique pour faire changer les choses au point où on en aurait vraiment besoin. J'espère que ça sera atteint. Le fait est que par contre, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des changements qui se font, qu'il y a des magasins bio qui surgissent par dizaines, des magasins en vrac qui surgissent par dizaines. Et je pense que malgré tout, ce colibrisme, il a amené vraiment des belles choses. Et effectivement, je pense qu'on a beaucoup opposé l'action citoyenne et l'action collective, politique ou industrielle. Mais en fait, c'est nous le moteur du système. Et c'est pareil, si nous, on décidait de plus aller travailler pour des multinationales, de pratiquement plus acheter, si nous, on décide de sortir des villes, d'être beaucoup plus autosuffisants, de beaucoup moins consommer, on peut vraiment, vraiment, pour moi, faire la différence. Et le fait est que j'ai eu alors je dirais pas la chance, mais plutôt l'opportunité de rencontrer François de Rugy, Brune Poisson il y a quelques semaines. Et en fait, pour moi, c'est presque une bataille qu'on a perdue, la politique. Et je suis désolée, hein, j'aurais voulu vous dire autre chose, mais on leur parlait d'effondrement, et leur réponse, c'était de nous dire qu'ils allaient harmoniser la couleur des poubelles de tri pour que ce soit plus simple pour les citoyens. Il y a une distance incroyable avec les enjeux climatiques et sociaux. Ils sont loin, loin, loin. Mais Julie, quand tu disais si les gens prenaient plus leur voiture, il n'y aurait plus d'autoroute. On se parle quand même là aujourd'hui en mars 2019, après des semaines de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. Et tout à l'heure, il y avait un débat ici autour de ce mouvement des Gilets jaunes. Et il y avait notamment une personne très impliquée dans ce mouvement. Et qui parlait justement de la difficulté aussi à penser un partage de la charge juste entre riches et pauvres dans une société face à l'enjeu climatique. Et il rappelait tout le début du mouvement des Gilets jaunes, qui était à la base le refus d'une hausse du coût du carburant. Et pourquoi ? En disant, en fait, il y a des millions de personnes qui sont aujourd'hui dépendantes de leur véhicule pour se rendre au travail, à la crèche, à l'école ou quoi, parce qu'ils ne peuvent pas habiter ailleurs que là où ils habitent. Ils sont assignés finalement à des territoires qui ne sont praticables qu'avec une voiture. Et donc, on peut pas non plus échapper à cette dimension sociale. Ouais, clairement, l'exemple de la voiture, il est extrêmement compliqué. Moi, je le vois avec mes parents. Ils habitent dans l'annexe d'une ville. Il n'y a pas un bus, il n'y a rien. Ils sont totalement dépendants de la voiture. Ça, pour moi, c'est vrai. En plus, on a un gouvernement qui, à la fois, met une taxe carbone et en même temps enlève des lignes de chemin de fer. Qui pourrait largement taxer l'évasion fiscale et le kérosène, mais qui choisit de mettre ça sur les plus pauvres. Je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment le sujet le plus complexe. Et la voiture, on en est très, très dépendant. Je ne pense pas que ce soit, honnêtement, rouler même en 4x4 toute votre vie s'il le faut, mais je pense que si vous compensez par le fait de plus manger aucun produit animaux, techniquement, votre empreinte carbone, elle sera vraiment, vraiment, vraiment moindre, même si vous roulez en voiture. Donc il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et je pense qu'il ne faut pas insister sur la seule chose sur laquelle on est vraiment dépendant. Et le fait est que la voiture, on peut en être vraiment dépendant. D'accord. Alors, oui. Parce que tu parlais de mais moi, je te rejoins sur le fait de dire... Je lance sur le fait de dire, tiens, les actions collectives, elles ont encore leur sens aujourd'hui. Moi, c'est absolument pas, je tiens pas un discours qui va contre ça. Moi, j'estime quand même que c'est par exemple, j'ai rencontré un petit qui a quelques semaines en Belgique qui mène un projet en fait de construire une autoroute de 12 km qui va coûter plus de 500 millions d'euros. Et nous on lui a dit tiens, on est d'accord que vous voulez faire en fait c'est une partie de la Belgique qui est pas très industrialisée et justement lui il voulait éviter le désert économique et aller faire tout un centre industriel là-bas et donc mettre une autoroute pour que les gens puissent s'y rendre, y travailler. Donc on a dit tiens, nous notre but c'est pas de faire de la Belgique un désert économique, bien sûr on doit continuer à faire de l'argent. Donc si on concilie un peu, pourquoi est-ce que vous installez pas votre centre, mais au lieu de construire une autoroute, vous construisez une ligne de train en plus et vous investissez dans les transports
que les gens puissent s'y rendre facilement, en train, en bus, en vélo, s'il le faut. Et il nous a répondu, ah ça, c'est pas notre problème parce que je suis pas ministre des Transports. Donc voilà, ça c'est aussi un problème qui se pose en Belgique, c'est qu'on a énormément de ministres, le pays est divisé entre francophones, néerlandophones, même les politiques n'arrivent plus à s'entendre entre eux, même pour des problèmes qui sont quand même, je trouve, capitaux. Donc voilà, moi je suis bien d'accord que le but, c'est pas de dire aux politiques, c'est de vous que tout doit venir. Il faut évidemment que les citoyens suivent, mais je crois quand même que s'ils encouragent la transition, elle viendra beaucoup plus facilement. Merci. Alors, Julien et Steven, on voit bien donc, cette tension entre ceux qui disent en fait l'action individuelle c'est déjà bien, et puis ceux qui disent non, en fait il n'y a que l'action collective en fait. Enfin, pas qu'ici, hein, en général dans le champ de l'écologie c'est vraiment une discussion qui est très forte et qui l'est de plus en plus aujourd'hui entre déjà fais-toi dans ta vie quotidienne les petits gestes qu'il faut, et puis ceux qui disent mais non pas du tout, enfin l'échelle en fait de changement est bien supérieure, et c'est qu'il y a une discussion qui est assez complexe, on voit aujourd'hui, et qui évolue avec plein de nouvelles propositions des deux côtés. Et finalement, vous quatre, vous portez un peu des deux, quoi. J'ai le sentiment donc, sur cette scène aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous demander à tous les deux, c'est que donc, si on pense en termes de changement structurel, donc d'action collective, pour qu'il y ait action collective, il faut qu'il y ait des personnes. Il faut qu'il y ait des personnes, des habitantes, des habitants, des citoyennes, des jeunes, des plus vieux, qui se mobilisent pour faire bouger les structures et pour faire bouger les représentants. Pour autant, j'ai l'impression que sur la ville où vous agissez, Gonesse, la mobilisation pour l'écologie, pour le climat, elle n'est pas très importante. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour le climat et pour l'écologie, et est-ce que vous imaginez que ça peut être possible d'augmenter le nombre de personnes dans votre ville qui se mobilisent pour ces sujets? Alors d'abord, je voudrais rappeler, il y avait un rapport du GIEC qui disait que 70% de ce qui pouvait être fait pour limiter le réchauffement climatique, c'était l'échelle locale. Après, à l'échelle de Gonesse, nous, le souci qu'on a, c'est qu'on nous explique depuis tout petit que l'écologie, c'est pour les autres, c'est pour Paris, c'est pour ceux qui peuvent se permettre de ne pas prendre leur voiture, qui peuvent se permettre de pas, ou qui décident de ne pas manger de viande, ce genre de choses. On leur disait en fait que l'écolo était une caricature et que c'était la caricature opposée. Et en fait, dans le moment dans lequel on est aujourd'hui, les gens s'intéressent de plus en plus à l'écologie et ils se rendent compte que c'est du concret. Nous, on avait mené une consultation avec des parents d'élèves et l'immense majorité des parents d'élèves étaient pour qu'une option végétarienne soit mise en place à la cantine, étaient pour que les produits soient issus de circuits courts et de l'agriculture biologique. Et en fait, les Gonessiens, comme un grand nombre de Français, ils sont écolos, mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont écolos par pointillés. Enfin, ils sont pour manger mieux, ils sont pour vivre mieux, mais ils n'ont pas encore relié tous les points pour se rendre compte qu'en fait, c'était les contours d'un monde plus vert. À l'échelle de Gonesse, on est encore à ce stade de pointillés. Et nous, on est là pour justement leur montrer qu'on est à ça de faire de Gonesse une ville verte et que c'est possible partout. Et que partout où c'est possible, il faut le faire. Et pour rebondir sur à la fois l'anecdote sur les ministres belges ou sur Brune Poirson qui était même là pendant la grève pour le climat avec Gabriel Attal, donc le paroxysme du cynisme, quoi. On se rend compte que en essayant de leur expliquer, on perd du temps parce qu'ils sont dans un schéma de pensée qui a des années-lumière de la réalité, de ce que nous on souhaite. Et en fait, je pense qu'on gagnerait plus de temps à faire prendre conscience aux gens qu'il est urgent d'agir, qu'il faut agir à l'échelle locale, mais même à l'échelle nationale et internationale. Et sur les politiques, c'est comme pour éviter qu'un produit se vende, il ne faut pas l'acheter, pour éviter qu'ils se rendent compte que, au lieu de se dire qu'ils ne sont pas conscients, il faut peut-être les changer aussi ou les remplacer, quoi. Oui,
Totalement. Je reviens sur pourquoi à Gonesse, les gens peut-être se mobilisent moins ou pas du tout. Ça transcrit en fait un symptôme, je dirais, national ou même mondial. C'est que vous avez une part de la population qui se mobilise, mais qui se heurte justement à une mauvaise foi. À la mauvaise foi des politiques. Et cela, ça transcrit vraiment une rupture parce qu'on disait, on a eu, par exemple, des jeunesses Julie ou Yuna, on a eu des réunions avec vraiment des politiciens, des ministres. Ils sont à des années-lumière, donc ça montre le fossé, ça montre deux conceptions de la société, ça montre aussi des questions aujourd'hui qui font débat. Aujourd'hui, on est à se questionner sur le mode de consommation, on est poussé justement à se questionner au quotidien sur ce qu'on peut faire. Nous, par exemple, comme tu disais, l'écologie, c'est vraiment des pointillés à l'échelle du citoyen, mais à l'échelle du local et à l'échelle du national. C'est une complémentarité, c'est une continuité. Il ne faut pas les opposer, il faut se dire que c'est juste une évolution, mais pas un contraste, quoi. C'est pas une rupture, c'est pas une opposition. Voilà où j'en dire. Et quand vous parliez tout à l'heure, Steven, du projet Karma, oui. Donc en deux mots, le projet Karma, c'est un projet alternatif à Europa City. Donc c'est l'idée de recréer des activités agricoles. En fait, il y a toujours des activités agricoles sur le triangle de Gonesse, qui est toujours cultivé aujourd'hui, mais en agriculture productiviste, un peu conventionnelle, comme on dit. Et le projet Karma, c'est l'idée de redévelopper du maraîchage, mais aussi des centres de formation, pourquoi pas de recherche, de voir comment faire pour alimenter la restauration scolaire, la restauration collective de ce territoire à partir de ce qui pourrait être cultivé sur le triangle. Donc ce projet Karma, qui est un projet de réflexion sur l'agriculture. Je me demandais, quand on est habitant de Gonesse, est-ce qu'un projet agricole de ce type-là, ça parle aux gens, ça les touche, ça les intéresse? Ce qui est fou, c'est que on est parti concrètement des attentes des citoyens. C'est-à-dire que notre association, elle était dans une démarche extrêmement citoyenne ouverte. C'est qu'on est parti vraiment avec du dialogue citoyen. Quelles sont vos attentes et espérances pour aller du plus concret et du crédible possible. Et on s'est rendu compte qu'en cherchant des alternatives au projet Europa City, Karma répondait à un grand pan de ces attentes. C'est-à-dire que ce qui est sur justement les restaurations scolaires, on en parlait tout à l'heure de la consultation qu'on a menée, 80 000 hectares, c'est quand même, rien de dire que la moitié des 40 hectares, c'est 77 000 repas par an. 77 000 repas par an si on devait par exemple couvrir toute la surface de l'aire valdoisienne. Donc c'est immense. C'est immense et se dire qu'on a un potentiel justement de création parce que ces repas, ils sont produits, comme vous le dites, localement. Ils sont justement agencés, transportés localement. Donc ça a vraiment une visée et une portée économique, je dirais, de coopération. Donc elle est là aussi, le débat, il est aussi là de se poser quel dynamisme on veut. Et souligner aussi, vous parliez de justement concrètement comment adapter les politiques. Elle est là. C'est-à-dire qu'il faut se recentrer sur le territoire, il faut une cohérence. Et ça vient avec la conception, justement, rupture de conception. Il faut partir du territoire, il faut le projet le plus concret, et les réalisables qui répond aux attentes et aux espérances des citoyens, et pas quelque chose de complètement déconnecté, on veut de l'écologie concrètement, on va faire un système d'étiquetage, de signalisation sur les poubelles, sur les emballages. C'est pas ça, c'est pas concret, c'est pas... Juste, je voudrais revenir sur le fait que pour les Gonéciens, parler d'agriculture, ça peut paraître un peu fou. En fait, pas du tout, puisque 60% de Gonesse, c'est des champs. Et donc, on voit les champs tout le temps, mais on nous a fait croire que ce qui était normal, justement, c'est d'avoir une piste de ski et un parc aquatique. Et c'est là où on se rend compte à quel point c'est absurde. C'est qu'on a 60% de champs, et dans la tête des gens, on leur a dit que c'était tout à fait normal de faire venir 30 millions de visiteurs par an pour venir faire une descente en ski et pouvoir dormir une nuit à l'hôtel. Enfin, on est aussi là dans le symbole de l'aberration du système économique aujourd'hui et de leurs complices politiques, puisqu'à l'échelle locale, quelles que soient les tendances, et c'est ce qui est même assez surprenant, c'est qu'on a à la fois le maire qui est socialiste, mais on a des élus communistes, il y a une espèce de bouillie politique où ils se sont tous mis d'accord sur le seul fait
que pour éponger la dette de la ville, il serait intéressant de faire venir des touristes. Et donc, il fallait trouver un truc en vitesse. On s'est dit, bon, piste de ski, et voilà comment Europa City est né, quoi. Merci. Yuna, est-ce que, j'imagine que tu as participé à de nombreux AG depuis le mois de novembre, et peut-être même depuis avant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quels sont les sujets dont vous discutez en AG? Est-ce que vous parlez de ça, par exemple, de quelle alimentation, sortir de la surconsommation? Est-ce qu'on ne préfère pas plutôt de l'agriculture à des pistes de ski ou pas du tout? De quoi vous parlez? Donc nous, au départ, on a mis des AG en place dans le but en fait de démocratiser le mouvement. Donc c'était en fait pour que les gens puissent venir et dire tiens, moi la semaine prochaine, j'imagine une marche comme ça, ça. On pourrait faire ça comme action, ça aurait cet impact-là, on transmettrait ce message-là. Et puis en fait, on s'est rendu compte que dans les jeunes qui venaient en AG, il y avait vraiment un potentiel d'idées, d'actions énorme. Plein de gens avaient plein d'idées qui étaient faisables, qui pourraient être mises en place et qui pourraient vraiment avoir un impact. Donc petit à petit, on a commencé à faire des AG à thématiques. Donc par exemple, la semaine passée, on a fait justement une AG, qu'est-ce qui est faisable au niveau local, à Bruxelles, dans nos communes ou dans vos villes respectives, parce que c'est souvent des personnes qui viennent aussi de villes environnantes de Bruxelles. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui avaient des idées, mais qui ne savaient pas forcément comment faire pour que ça passe à un niveau supérieur au niveau des politiques. Donc nous, notre travail, c'est un peu de justement les mettre en contact avec ces politiques, avec des politiques avec qui nous, on a déjà eu des contacts, pour qu'eux passent des projets. On a eu par exemple un projet de micro-ferme dans une ville, ce qui est super intéressant. En fait, c'est un jeune qui est venu dire, tiens, à côté de chez moi, il y a 3 hectares qui sont complètement vides, c'est aride, c'est sec, il n'y a rien qui se passe là depuis des dizaines d'années. Ce serait intéressant de pouvoir en faire un champ, un jardin collectif, pour justement qu'il y ait ces deux tranchants, qui est d'abord l'idée de sensibiliser, de dire aux gens, tiens, vous venez cueillir vous-même vos tomates, mais c'est quoi l'impact de produire et cueillir soi-même ces tomates juste à côté de chez soi, et aussi cette idée de rendre un peu la ville plus vivante, en fait, de faire respirer la ville. Donc ça, c'est un projet qui va être mis en place normalement. Il a pu prendre contact avec ses politiques et les politiques l'ont adopté. Donc ça va être mis en place. Donc ça, c'est super chouette. Donc il y a plein de projets un peu comme ça à droite, à gauche qui émergent. Donc ça rejoint évidemment l'action du colibri, ça rejoint l'action de l'individualité du citoyen, mais en même temps du collectif, parce que cultiver sur 2 hectares, c'est beaucoup. Il faut beaucoup de monde, il faut des formations. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, il y a plein de projets aujourd'hui en Belgique qui émergent un peu à droite, à gauche, qui sont des actions individuelles, mais je pense qu'ils apportent énormément à la collectivité, parce que du coup les maires, les bourgmestres, les politiques voient ces projets et se disent tiens, ça a été faisable, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à une échelle supérieure? Moi, ce que je vous propose, comme là, ça fait 1 heure à peu près qu'on parle, on peut ouvrir la discussion avec les personnes de la salle qui souhaitent poser des questions, réagir, pendant peut-être une grosse dizaine de minutes. Et comme ça, après, on fait un retour sur la scène. Donc, il y a déjà plein de gens qui veulent parler. Ça vous dérange pas de venir jusqu'ici ? Bonjour. Du coup, moi, j'ai une question un peu pour vous 4. Vous avez un peu opposé l'action collective à l'action individuelle. Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas. Moi, j'ai un chiffre qui est très parlant. C'est que 90% des émissions de gaz à effet de serre, ça vient des entreprises. Et j'en ai un deuxième encore plus parlant. C'est que 71% de ces mêmes émissions, elles viennent de 100 entreprises. Donc c'est bien parce que vous venez de Bruxelles. Enfin, en tout cas, vous avez mené des actions à Bruxelles. Oui, je la vous vois. Et du coup, moi, je me rappelle, vous allez comprendre le lien, je me rappelle en 2012 de François Hollande au Bourget, qui disait que son ennemi, du coup, à lui, c'était la finance. Il n'a rien fait après, il a au moins eu le mérite de le dire. Et je pense qu'il a raison. Et vous parlez de déconsommation, mais concrètement, ces chiffres-là, ce qu'ils veulent dire, c'est que si aujourd'hui, tous les citoyens se dirigeaient vers ce genre d'action, en fait, ça changerait 10% du problème. Alors, comment on fait pour changer les 90 restants, au-delà de changer les élus? J'ai bientôt fini. Au-delà de changer les élus, et je veux dire, du coup, vous m'avez embrouillé, pardon. Bref, comment on fait surtout pour que, à Bruxelles, les politiques et les lobbyistes, les responsables des grands groupes, des 100 entreprises responsables, comment on fait pour qu'ils vous entendent et surtout pour qu'ils vous écoutent? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, premièrement, moi, j'ai vraiment pas opposé action individuelle et politique, surtout pas. Et je fais les deux, je suis militante et activiste aussi, vraiment. Je suis allée bloquer une mine de charbon en Allemagne récemment, vraiment, c'était un super moment. Et en fait, moi, ma réponse, c'est tout simplement que ces entreprises, ces multinationales,
qui leur donne de l'énergie, qui leur donne de leur temps. En fait, tout ça, c'est des milliers de personnes. Et malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais il faut se dire que nous nourrissons ces entreprises, nous nourrissons ces systèmes. Et moi, j'ai mes deux parents, et ils ne sont pas là dans la salle, mais mes deux parents sont dans des multinationales. Ça arrive. La pomme peut tomber un petit peu loin de l'arbre. Et en fait, je me dis que si mes parents, comme tous les autres employés, ne donnaient plus leur force de travail à ces entreprises, elles aussi, elles couleraient. Si on n'achetait plus les produits des multinationales, elles couleraient aussi. Donc en fait, vraiment, encore une fois, je n'oppose pas les deux, mais c'est vrai que de toute façon, il faut bien se poser la question à un moment de quel est mon rôle dans le système que je suis en train de critiquer. C'est-à-dire que, je me dis bien aussi que, je veux dire, le directeur de Monsanto, il pourrait être vegan, zéro déchet, rouler en vélo. Ce serait la pire personne du monde, quoi. Donc, ça serait toujours il donnerait toujours toute sa vie à cette entreprise qui détruit juste l'humanité tout entière. Donc, je me dis, vraiment, je pense qu'il faut rien opposer du tout. Je pense que c'est tout ça, c'est très complémentaire. Mais clairement, on est l'essence de ce système capitaliste. Alors moi, je voulais simplement déjà vous remercier parce que vous êtes jeunes et vous êtes en train de secouer les générations avant, dont je fais partie, et nous secouer comme des pruniers parce qu'on n'avait pas la conscience que vous avez. Et ça, c'est extraordinaire. Donc déjà, un grand merci. Parce que je ne pensais pas un jour, je vais avoir 60 ans, être secoué par des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, etc. Bon, ça c'est une chose. Pour rebondir sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure au niveau des multinationales et puis votre intervention, on n'a pas le choix forcément de travailler. Moi je travaille dans une banque d'investissement et franchement, je suis à Mediapart. Donc, mais entre ça et le chômage, voilà, quoi, hein, ça c'est une chose. Et puis la dernière chose, c'était à vous tous, au niveau des jeunes pour le climat, au niveau mondial, ça rejoint un peu l'intervention. Qu'est-ce qui est entrepris ou qui est planifié, je ne sais pas le terme exact, hein, parce que quand il y a Total quelque part, ou qu'il y a des grosses multinationales, comme vous avez dit, qui polluent, ou anciennement Areva au Niger, avec des milliers de personnes qui sont mortes, etc., ça rejoint... je ne sais plus qui c'est qui avait dit du local au global dans le film, là je ne m'en rappelle plus, voilà. Mais oui, du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit, madame, moi je suis d'accord, je suis un peu plus nuancée sur le discours de dire que justement, je pense que la justice climatique aujourd'hui, elle va de pair avec la justice sociale, donc on ne peut effectivement pas demander aux employés de ces banques, de ces multinationales de quitter leur travail et d'arrêter d'alimenter le système. Donc forcément, nous, on prend conscience de ça. Et du coup, pour répondre à votre deuxième partie de question, il y a de plus en plus d'actions qui se mettent en place. Donc concrètement, moi j'en ai parlé, il y a eu des actions de désobéissance civile, de bloquer des centres commerciaux, de bloquer des banques. Symboliquement, c'est fort parce que oui, on va bloquer le centre commercial pendant un jour, ils vont perdre un peu de chiffre d'affaires, mais c'est pas des grandes marques qui vont s'en plaindre. Donc nous, notre but, c'est d'envoyer un message, de faire comprendre justement à ces centres commerciaux qu'on n'en veut plus, que leur politique aujourd'hui, on n'en veut plus. Donc on renvoie un message et on espère qu'ils vont suivre la loi de l'offre, la demande, s'adapter justement à la demande et du coup d'offrir ce que les citoyens ont envie. Je pense que ça va se faire de soi aussi. On espère en tout cas avec les politiques. Les politiques, leur but c'est de faire des électeurs. Ils voient bien qu'aujourd'hui l'idéologie des gens qui vont les élire change. Ils se rendent compte qu'ils ne nous représentent plus parce que leurs idées sont dépassées. C'est de la politique à papa. Du coup, je pense que justement ils sont en train de chercher des alternatives un peu au système aujourd'hui. En tout cas, s'ils ne les cherchent pas, j'espère, parce que je pense que le changement va arriver, qu'ils le veuillent ou non, malheureusement. Je crois qu'il y a un moment, ils vont être forcés de représenter tout simplement et de faire un effet miroir et de renvoyer ce que nous, citoyens, on demande. Parce que c'est un mouvement, je pense qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a lancé une boule de neige, on a lancé un boulet de canon qui est occupé à grossir de semaine en semaine, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient à la cause, qui se rendent compte que oui, notre mode de vie a des impacts, qu'il faudrait peut-être... faire des changements, vivre d'une autre manière, chercher des alternatives. Donc je crois qu'il y a un moment, il y a une espèce de révolte du peuple qui va arriver. Les politiques vont se rendre compte, les industries vont se rendre compte qu'ils sont dépassés complètement. Moi, je pense que la politique d'aujourd'hui, surtout en Belgique, c'est une politique qui fonctionnait très bien il y a 50 ans, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout. Et je crois que les politiques s'en rendent compte et qu'ils ont un peu chaud aux fesses aussi de se dire, tiens, est-ce qu'on va être réélu en mai? Donc on espère que les élections en mai auront un impact. Si pas, nous les jeunes, on sera là pour crier encore plus fort et trouver d'autres moyens de se faire entendre, tout simplement.
Je veux juste bien m'excuser auprès de madame ou des autres. D'ailleurs, le but, c'était vraiment de culpabiliser personne. Sincèrement, je suis juste une grande utopiste et j'aimerais qu'on puisse tous un peu réinventer notre résilience avant que... Enfin, moi, j'étudie la collapsologie, donc c'est l'étude de l'effondrement. Et malheureusement, je sais que notre mode de vie, on ne pourra pas toujours le tenir. Et j'ai 23 ans et je me demande si même je serai là pour fêter mon 50e anniversaire. Et en fait, j'aimerais bien qu'on essaye petit à petit, nous en tout cas, et ceux qui ont les moyens et la possibilité, d'inventer aussi un autre mode de vie qui rompe totalement avec tout ce qu'on nous a promis et dit qui était bien toute notre vie. Parce que on nous a formés, que ce soit à l'éducation, à l'école ou nos parents ou autres, à avoir envie d'une maison, d'enfants, chiens, barrières, la clôture, etc. Et on nous a jamais dit que on pouvait juste aussi vivre de pas grand-chose, être pratiquement autosuffisant et être simplement heureux et mettre les valeurs humaines au centre de notre vie. Je voulais vraiment pas culpabiliser personne, sincèrement. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Didier Maty et je voulais juste parler d'une expérience qu'on mène depuis 12 ans, qui répond aussi au niveau des réseaux sociaux. Voilà, j'ai des chambres d'hôtes à Épernay. Ça s'appelle l'interface chambre d'hôtes et parlons de la pluie et du beau temps. Et depuis 12 ans, on fonctionne exclusivement grâce au bouche-oreille digital. Nous n'avons jamais fait de publicité, nous n'avons pas de site internet et le fait de fonctionner comme ça nous a permis d'économiser de l'argent. Et grâce à cet argent économisé, on a acheté des véhicules électriques et on fonctionne avec une coopérative qui s'appelle Enercop. On a calculé toute la consommation électrique et lorsque les gens viennent en voiture, avec leur propre voiture, le but c'est qu'ils utilisent une Renault, enfin une Zoé, et tous les 10 km, ils économisent 1 kg de CO2. Et donc on calcule le nombre de kilos de CO2 qu'ils ont économisé pendant leur séjour. Et le but, c'est de développer un compteur et de fédérer, en fin de compte, de créer un nouveau critère de sélection dans le choix d'une marque ou d'un produit, etc. Voilà. Je voulais féliciter Gonesse, et parce que je trouve que c'est très intéressant. Et il y a dans votre choix, il y a une question que tout le monde se pose. Et combien d'emplois, si on fait ce grand ensemble, aussi bien pour le construire qu'après pour apprendre à skier aux champs, que simplement de faire des champs biologiques. Et je crois quand même que c'est une question très importante. Et deuxièmement, je voulais dire à madame que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est les gens qui ont un emploi, aller à leur emploi et jouir d'avoir du travail. Bonjour. Alors, moi, c'était par rapport à un sujet. J'ai beaucoup vu que souvent les générations plus âgées, des journalistes, des chercheurs, dépeignaient un peu les millénials comme une génération narcissique, paresseuse, dans l'hyperconsommation. Je me souviens d'un article qui disait que l'environnement naturel des jeunes, c'est leur lit. Donc, c'est quoi? C'est leur lit. Ah. C'est Netflix and chill un peu. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de voir avec les marches pour le climat, avec la jeunesse algérienne. Moi, je suis militante féministe avec le 8 mars, le 24 novembre, que les jeunes, ils sont dans la rue et qu'ils sont capables de faire voix commune et de s'engager ensemble avec les citoyens pour une juste cause. Donc, voilà, je voulais connaître un peu votre avis sur pourquoi il y a un sursaut de la jeunesse aujourd'hui. S'il n'y en avait pas avant, moi je pense que la jeunesse elle a toujours été active, mais voilà, connaître votre point de vue là-dessus et que si aujourd'hui, sans faire de généralité, qu'est-ce que c'est la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les millénials, est-ce que ce sont des flemmards narcissiques hyper consommateurs ou c'est justement une force, une puissance aujourd'hui qui se réveille et qui agit au quotidien? Voilà. Je trouve très sympathique et extrêmement important que les jeunes se mobilisent parce que notre planète est en danger. Donc j'ai apprécié les propositions que vous avez faites. Je ne pense pas que ce soit uniquement notre mode de consommation à l'échelon individuel, citoyenne, qui va régler le problème.
Et je regrette quand même que jamais l'industrie ait été évoquée. Or, il faut savoir quand même, je crois, je ne suis pas une grande spécialiste, mais que l'essentiel de notre problème écologie, sauvons notre planète, du changement de température, vient de l'activité industrielle. Et je ne vois pas comment on peut se passer, même si on roule même si on utilise moins notre voiture, même si on fait des économies d'énergie, on a besoin d'une industrie. Et j'aurais aimé que vous vous exprimiez un peu sur ce point, comment faire que notre industrie, dont on ne peut pas se passer, soit moins polluante. Parce que les industriels sont les gros pollueurs, aussi bien de la Terre que de notre atmosphère. Qu'est-ce que vous pensez d'une nouvelle mode qui consiste à ne pas acheter de vêtements neufs ? À acheter des secondes mains, à s'échanger, à se faire des centres d'échange, pas seulement revendre à bon prix au bon coin chez les autres, mais faire dans l'échange, dans le système, et surtout voilà, que c'est ringard, que c'est has-been d'avoir un vêtement tout neuf, qui en plus va vous polluer un max parce qu'il est plein de chimie, l'autre il a déjà été lavé. Et est-ce que vous faites des actions devant les fast-foods ? Parce que là aussi, on peut aussi passer une information, puisque tu as changé, si je me permets de tutoyer, tu as changé ton mode d'alimentation. Donc ça, c'est un message effectivement qui peut passer. Et là, vous parliez avec justesse de l'industrie. Mais ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'action que acheter, c'est voter, on en a aussi parlé des tas de fois avec des gens comme José Bové au moment des problématiques d'OGM. Moi, c'est le patron de Carrefour qui me l'a dit. C'est le patron de Carrefour qui me dit « Mais moi, vous savez, je suis peinard, hein, je veux dire, les gens, ils votent avec leur carte bleue. » Ben oui. Donc oui, acheter change. Bien sûr, vous arrêtez aujourd'hui d'acheter ce poulet qui est issu de tous ces élevages dégueulasses, ben, ils ne vont plus le produire parce qu'ils ne peuvent plus le vendre. Enfin, c'est le b.a.-ba du bon sens. Donc ça ne va pas changer la grosse pollution industrielle dans un premier temps. Et puis, dans votre belle jeunesse, qui effectivement a malheureusement été éduquée à beaucoup consommer, et maintenant il faut que vous fassiez plein de marche arrière et faire un grand changement cognitif au niveau du cerveau, mais c'est pas grave, vous allez le faire et vous le faites. Qu'en est-il de la consommation de l'ultra-technologie ? Est-ce que vous acceptez de changer votre portable une fois tous les 5 ans au lieu de le changer une fois tous les 6 mois ? Comment les gens qui sont issus de milieux défavorisés, de milieux très modestes, même des gens qui peuvent être dans la pauvreté, bah, en fait, eux, leur problème, là, en ce moment, c'est pas de se dire comment vont être mes poumons dans 15 ans, c'est de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir. Et comment, eux, on arrive à les mettre au milieu de cette question climatique. Comment, bah, eux, quel est leur intérêt à eux de changer de consommation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci à tout le monde pour les questions. Je voudrais souligner que c'est vrai que si on regarde les moyens d'action des années passées ou des décennies passées, vis-à-vis de ça, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on n'est pas engagé. Mais c'est vrai qu'on est moins partisans, enfin on est moins adhérents dans des partis politiques ou dans des syndicats, mais à contrario, on est plus présent dans le monde associatif ou dans les actions citoyennes. Donc, le gros problème justement de ces chercheurs ou de ces journalistes, c'est qu'ils regardent peut-être avec un regard passé une génération qui a changé et avec des méthodes d'action qui ont aussi évolué. Je voudrais revenir sur la création d'emplois sur le projet Karma. Alors l'erreur qu'on pourrait faire, c'est là tout de suite que je vous dise que ça va créer 30 000 emplois et que tout le monde sera content. Parce que en fait, c'est ce qu'a fait EuropaCity au moment où ils ont présenté le projet. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avant d'annoncer des chiffres, c'est d'avoir la certitude de ne pas tromper les gens. Et nous, la certitude qu'on va avoir, c'est que quand on va donner un chiffre sur la création d'emplois, que ces emplois-là, ils ne pourront pas être délocalisés parce qu'on ne peut pas délocaliser des maraîchers, enfin, pour le moment. Et qu'au final, ces emplois-là, ils seront plus pérennes que les emplois qui sont, les 10 000 emplois qui sont proposés par EuropaCity. Voilà. Ça répond aussi à cette question, parce que Julien en discutait juste avant en off, c'est qu'il se demandait comment c'est justement ces familles ou ces sans-emploi qui, eux, sont confrontés à la pauvreté ou à une précarité extrême, et bien justement, penser des projets écologiques créateurs d'emplois de dynamisme vert, localement, pour qu'ils soient justement implantés localement, c'est créer de l'emploi. C'est aussi pouvoir justement
typiquement à Gonesse et dans tout le bassin du Val d'Oise, c'est pouvoir former ces jeunes générations, ces sans emploi, à justement avoir les compétences pour pouvoir travailler, par exemple dans le projet Karma, pour pouvoir changer justement, pouvoir changer de territoire, mais aussi avoir un emploi, pouvoir changer de catégorie, pouvoir vivre et non plus survivre. Donc c'est vraiment aussi une portée écologique, mais une portée sociale. Il faut voir toute l'amplitude. Aujourd'hui, on a une société et aujourd'hui, c'est vraiment une transformation. Il faut voir aujourd'hui tous ces questionnements, ces débats comme normal. On est à une transformation. Aujourd'hui, on parle des stigmates de 50 ans, d'un siècle, de méthodes politiques, d'idées préétablies. Eh bien, on est en train de tout remettre en question. Et aujourd'hui, il faut pas. J'entendais aussi une opposition entre les politiques et, je dirais, activistes ou le monde associatif. Aujourd'hui, on est poussé à l'engagement. Et si cet engagement il doit se transformer en un engagement non plus associatif mais politique, ben, il faut y aller. Mais il ne faut pas être dans la même perspective, la même optique que, excusez-moi, les carriéristes et les politiciens, mais plus dans une optique de facilitateur justement d'initiatives citoyennes et de garantie. On doit être des garants et des garants justement d'une bonne politique. On doit promouvoir la sensibilisation à l'échelle nationale sous toutes ses formes. Et si ça doit, faire des lois ou expliquer justement concrètement dans un cas du quotidien qu'est-ce qui pollue le plus, dire que 15% des émissions à gaz à effet de serre mondiales, c'est la consommation de viande. Si on peut réduire tout ça, c'est vraiment des débats qu'il faut ouvrir, qui sont en train d'être ouverts et c'est des questions qu'il faut maintenant poser et établir. Merci. Tu veux parler Du coup, moi, je pense que je vais apporter une réponse qui englobe plusieurs questions. Il y a eu notamment plusieurs questions au niveau de notre génération qui peut être vue comme hyper consommatrice ou flemmarde. Moi, je pense justement qu'à l'inverse peut-être des autres générations, on est une génération qui est née dans ce système qui nous pousse à l'hyperconsommation, mais on est la génération qui a dit, bah non, on est la génération qui s'est rendu compte qu'on vivait dans un système qui nous poussait à consommer de manière infinie avec des valeurs, des ressources finies. On est cette génération qui a eu ce déclic peut-être de se dire que c'est aberrant de continuer à vivre comme ça. Et donc je crois que oui, le changement, on est prêt à le faire. Je crois qu'il y a des conciliations qu'on est prêt à faire. Je pense qu'après, il ne faut pas non plus trop rentrer dans des discours de privation. Donc effectivement, on va chez McDo, effectivement, on achète des iPhones, on va acheter chez H&M. Après, je crois que justement, ça passe dans toute cette... ce processus un peu de sensibilisation. Déjà, je crois que le fait d'être dans les rues depuis plusieurs semaines maintenant, c'est déjà une première étape de dire aux jeunes, d'envoyer un message aux autres jeunes qui hésiteraient à nous rejoindre mais qui ne savent pas trop comment ils pourraient eux aussi s'activer, c'est de dire tiens, en tant que jeune, à 17 ans, à 16 ans, à 15 ans, à tous les âges, il y a déjà moyen d'avoir un impact, il y a déjà moyen de changer et en tout cas si c'est pas en arrêtant d'aller chez H&M, c'est en faisant passer le mot autour de soi et peut-être on lance un peu des petites graines et on espère qu'il y aura quelqu'un qui continuera à les arroser et que ça deviendra des beaux arbres. Ça c'est un peu ces questions. Et puis du coup j'ai oublié l'autre question au niveau des industries. Je sais plus qui l'a posé, mais je crois qu'on en a énormément parlé. Nous on vise évidemment ces industries, mais en continuant à bien garder en tête une justice sociale. Donc notre but c'est vraiment pas de demander aux gens d'arrêter d'aller travailler dans ces industries parce que c'est pas possible, tout simplement. Donc nous, les jeunes, en tout cas, moi je parle là de mon cas pour la Belgique, on a déjà commencé à agir au niveau des industries en allant les bloquer. Ça, c'est un premier message, c'est un message symbolique de dire on n'est plus d'accord avec ce que vous faites. Et au niveau des politiques, on est en discussion avec eux depuis plusieurs mois maintenant pour justement qu'ils puissent concilier des objectifs comme, disons, la croissance et l'écologie, qui sont normalement justement des termes qui ne sont pas conciliables, mais on essaye qu'eux, ils puissent continuer à faire en sorte que la Belgique produise de l'argent, mais à côté de ça, en respectant notre environnement. Donc ça passe par des toutes petites actions, ça passe par installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, ça passe par proposer à midi des repas qui sont bio, qui sont végés, ça passe par plein de petites actions qui, toutes seules, n'ont pas un énorme impact, mais qui, réunies, ont des impacts beaucoup plus importants. Moi, je suis désolée, je pense que je vais être l'extrémiste de service, mais le côté croissance... Et on va continuer en fait exactement de la même façon, mais on va changer des petits trucs pour être plus écolo. Pour moi, ça marche pas en fait. C'est faux. Pour moi, c'est une illusion. J'ai décroché un superbe diplôme dans le développement durable, tout en sachant que vraiment c'était une énormité. Et pour moi, on peut pas en fait concilier croissance et écologie. C'est pas vrai. Et en fait, c'est tant mieux parce que la croissance, on n'en a pas besoin.
c'est pas ça le but de nos vies en fait. C'est pas pour ça qu'on est là. Enfin, je pense vraiment que c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on est là, pour être des producteurs consommateurs. On est là pour d'autres choses. On est là pour coopérer. On est là pour faire le bien. On est là pour je sais pas en fait pourquoi on est là, mais je pense pas qu'on soit là vraiment pour produire et consommer. Et en tout cas, c'est pas le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Et moi, en étant, et je peux vraiment parler que de moi-même pour le coup, en étant sur les réseaux sociaux et en essayant de devenir une figure, et si je puis dire même un modèle, mais en toute humilité, j'essaie d'avoir la plus grande cohérence possible. Parce que pour moi, aller marcher à une marche pour le climat et ensuite terminer à McDo, c'est pas cohérent. Et il y avait une question précise sur ne pas acheter de nouveaux vêtements et se partager. Ouais. Eh bien, tout ce qui est économie circulaire, le vintage, le seconde main, ça rentre entièrement dans une dynamique de déconsommation, de zéro déchet. Et ça, c'est essentiel. Et du coup, ça répond aussi un petit peu à la question de l'industrie. Parce que de fait, l'économie circulaire, en fait, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une économie qui est un peu pensée comme un écosystème et dans lequel, du coup, il n'y a pas de déchets. Et si, du coup, on réutilise ce qu'on a déjà fabriqué encore et encore, ou qu'on le réutilise auparavant, que jamais rien ne termine en déchets, on peut se permettre d'avoir une industrie qui décroît très largement. Et aujourd'hui, on le sait, et le rapport du GIEC le dit, je crois que pour la France, on devrait diviser notre niveau de consommation par 6, il me semble. Et voilà, c'est juste un fait. Donc l'industrie doit décroître de toute manière. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup à tous les 4 d'avoir raconté tout ça. C'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés.